Bonjour Laurent Gerbier. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir. Très content de vous avoir ici. Alors on voulait vous inviter justement pour discuter de votre parcours et de votre recherche. Vous êtes maître de conférence HDR en histoire de la philosophie de la Renaissance et de l'âge classique à l'université de Tours. Et vous avez construit toute votre recherche entre deux pôles. Alors je vais rappeler votre parcours et on en aura déjà une assez bonne idée pour en discuter. Donc vous êtes co-directeur de la collection Iconotexte à l'université de Tours qui s'occupe des rapports texte-images à l'époque contemporaine. Et vous êtes également co-directeur des Cahiers de la Boétie aux éditions Classiques Garnier. Vous êtes impliqué dans de nombreux comités de revues. Je ne vais pas faire toute la liste des comités. Qu'on sache simplement que vous êtes impliqué dans la revue de philosophie Astérion, jusqu'à la revue 9e art sur la bande dessinée, en passant par la revue Res Futurae sur la science-fiction. Et vous êtes aussi auteur d'un ouvrage sur les usages politiques de l'idée impériale en Europe et directeur de publication de plusieurs ouvrages, alors plusieurs sur la Boétie, et puis aussi sur la pratique du dissensus, de la diversité des opinions à l'époque moderne. Et vous avez aussi dirigé un ouvrage sur les hybridations et les rapports entre le texte et l'image à l'époque contemporaine. Donc vous avez vraiment une recherche, une pratique qui s'articule entre ces deux pôles. Et on peut dire que vous avez une habitude du grand écart constant depuis vos débuts. Alors, ma première question, c'est comment maintenez-vous ce grand écart depuis tant d'années? Alors, je vais être honnête, en fait, ça fait quelques années déjà que je ne le tiens plus, grand écart. Mais c'est un ancien praticien de danse classique, enfant, qui vous parle. Et quand on dit « vous tenez le grand écart », on dit quelque chose en moi qui dit « non, non, je ne tiens pas le grand écart, je sais que je ne tiens pas le grand écart ». Plus sérieusement, effectivement, j'ai eu une pratique complexe de mes propres objets de recherche et elle a été séquencée en fait dans mon parcours, et elle a été séquencée par une espèce de crainte ou de réticence qui m'a été dans un premier temps communiquée par le milieu lui-même. C'est-à-dire qu'au départ, j'ai un parcours qui est un parcours extrêmement classique. Je suis normalien en philosophie, je fais une classe prépa, je rentre ensuite à Normal Sup Fontenay, puis je passe la grecque de philo, je fais à l'époque un DEA, ça s'appelait pas encore un Master 2, sur Rabelais. Je décide qu'en philosophie, ce qui va m'intéresser, c'est la Renaissance. À cette époque-là, déjà, j'ai un certain nombre de camarades qui m'avaient vu faire ma maîtrise, mon Master 1 sur Heidegger, et puis ensuite me réorienter vers Rabelais, qui me disent « Ah, c'est dommage que tu arrêtes la philo, t'étais bon ». Alors qu'eux continuent à travailler sur des sujets techniques sérieux et durs, qui considèrent que la philosophie de la Renaissance, c'est un peu bizarre. Moi, je décide au contraire que c'est un truc qui m'intéresse. Et puis à l'époque, ça me permet aussi de revenir à Tours d'une certaine manière, parce que c'est la ville dans laquelle je suis né, j'ai grandi dans la campagne tourangelle. Et il y a à Tours un très gros centre de recherche qui s'appelle le Centre d'études supérieures de la Renaissance, qui a été fondé en 1956, c'est-à-dire presque 15 ans avant l'université elle-même, par Gaston Berger à l'époque. C'est une énorme entreprise de base de données, on n'appelait pas encore ça comme ça à l'époque, mais c'est bien le projet qui vient se loger à Tours. Alors à l'époque, ce qu'on appelle une donnée en matière de Renaissance, c'est de la bibliographie, des livres anciens, des diapositives, des choses comme ça. Mais ça signifie qu'à Tours, quand on veut faire de la philosophie de la Renaissance, c'est presque là qu'on va, parce que c'est une discipline qui est très très peu représentée en France. À l'époque, c'est pratiquement la seule chaire de philosophie de la Renaissance. Donc je viens travailler avec le prof qui est sur cette chaire, sur Rabelais, et puis je décide dans la foulée de faire une thèse de philosophie de la Renaissance. Et comme c'est la philosophie morale et politique qui m'intéresse, je fais une thèse sur Machiavel. Et je m'occupe donc à partir de ce moment-là de philosophie morale et politique de la Renaissance. Je deviens maître de conférence, d'abord à Lille, ensuite à Aix, ensuite pratiquement par miracle, je suis finalement élu à Tours, donc je peux enfin revenir dans ma ville, si j'ose dire. Et je commence mon métier de prof de philo à la fac avec une spécialité clairement identifiée et des travaux, des articles, des publications, un réseau de recherche qui se construit comme pour n'importe quel spécialiste autour de ma compétence fondamentale qui se noue autour de Machiavel et de la philosophie politique de la Renaissance.
Et puis je commence à tirer quelques tentacules un petit peu ailleurs. Il y a d'autres auteurs qui m'intéressent. J'ai pas oublié que j'avais une fréquentation personnelle très importante de Rabelais, de la Boétie, de Montaigne. Donc je reviens aussi vers des corpus français. Le livre dont vous avez parlé sur le dissensus, effectivement, il s'inscrit dans cette perspective-là. Ça m'intéresse beaucoup, je suis très heureux comme ça. Le CESR est un endroit d'une très grande interdisciplinarité, donc je travaille en fait beaucoup moins avec des philosophes qu'avec des littéraires, des juristes, des historiens de l'art, et ça me plaît énormément. Mais pendant tout ce temps-là, dans les années 90-2000, j'ai aussi ce qu'à l'époque je considère comme une espèce de hobby, un jardin secret. Je suis un lecteur de bande dessinée, comme pratiquement tous les lecteurs de bande dessinée en France, qui est un pays de très forte lecture de la bande dessinée. Je suis un lecteur de bande dessinée de l'enfance. En France, la sociologie de la lecture nous apprend que y a à peu près 7 gamins sur 10 qui lisent de la bande dessinée quand on leur pose la question entre 10 et 14 ans. Et puis entre 14 et 15 ans, cette pratique s'arrête, elle est remplacée par d'autres choses. Et on retombe tout d'un coup à une personne sur 2 ou sur 3. Et moi, je fais partie justement de ces lecteurs enfants qui ont ensuite vu leur pratique baisser un peu, puis elle a repris. Et tout en continuant à faire mes études, tout en faisant ma thèse, tout en menant ma carrière de philosophe, dans les années 90, j'ai continué à lire de la bande dessinée, à m'occuper de bande dessinée. J'ai été impliqué à l'époque dans ce qu'on n'appelait pas encore les réseaux sociaux, c'était la préhistoire des réseaux sociaux, ou les ancêtres des réseaux sociaux, les premiers forums de discussion en ligne, et puis du coup, je me suis aussi trouvé très vite sollicité pour travailler dans la presse, en fait. Donc j'ai à l'époque participé à des numéros spéciaux des Inrecuptibles, j'ai fait des articles dans la presse spécialisée ou dans la presse généraliste. Mais l'ensemble de cette activité qui m'a conduit aussi à participer à un des plus anciens sites web sur la bande dessinée alternative qui s'appelle Du Neuf, qui existe toujours, auquel il m'arrive encore très rarement maintenant, hélas, de collaborer. Tout ça, je le fais sous pseudonyme. Et je le fais sous pseudonyme parce qu'il y a un certain nombre de mes camarades et de mes maîtres qui, à l'époque, me disent « Si tu veux vraiment avoir une respectabilité, une visibilité institutionnelle comme philosophe spécialiste de la Renaissance, déjà, tu travailles sur Rabelais, la plupart des gens te regardent en fronçant un peu le nez, c'est pas des philosophes. Si en plus tu dis que tu t'occupes des petits Mickey, mais t'es mort. Donc non, cache ça. Et je vis donc très concrètement la délégitimation de la bande dessinée, qui est un problème qui intellectuellement m'intéresse, qui est un problème scientifique qui m'intéresse pour le coup. Scientifique au sens où une des manières de s'emparer de la bande dessinée avec un regard universitaire, c'est celle que propose précisément l'histoire culturelle et la sociologie de la culture, qui interroge les clivages entre les arts nobles et les arts ignobles, entre les pratiques culturelles légitimes et les pratiques délégitimées. Et à l'époque, comme un cagneux, j'ai lu Bourdieu, j'ai lu Un art moyen, le volume dirigé par Bourdieu en 65 sur la photographie chez Minuit, et je m'interroge justement sur ces questions-là. Est-ce que la bande dessinée serait pas justement à sa façon un art moyen? Je vois bien que par exemple à l'université, c'est pas un art moyen, c'est un art médiocre et qu'il vaut mieux le cacher. Et donc pendant des années, je suis un philosophe de la Renaissance qui le soir rentre chez lui, met son masque pseudonymique et écrit des articles sur les réseaux, fait des entretiens avec des éditeurs, des rédacteurs en chef, des auteurs. Et donc j'ai tout un réseau qui n'est pas du tout celui de mon réseau professionnel, et les deux à part me vont très bien. Et puis un beau jour, au bout de peut-être 15 ans de cette existence-là, qui me va très bien, hein, je suis pas malheureux du tout, au bout de 15 ans, il y a des gens qui savent, dans mes collègues, que j'ai cette espèce de compétence bis, et qui viennent me tirer par la manche en me disant « Écoute, on est en train de monter un ensemble de cours sur l'image narrative. Il y a en particulier là une spécialiste de littérature pour la jeunesse, Cécile Bouler, qui est maître de conf elle aussi à l'université de Tours en littérature, avec laquelle je vais créer quelques années plus tard la collection Iconotexte qu'on a évoqué tout à l'heure. Et elle prépare un cours sur la littérature illustrée, l'album pour enfants. Et puis avec elle, il y a une autre collègue qui est historienne du cinéma et qui veut, elle, préparer quelque chose sur la naissance du cinéma d'animation. Et elle voudrait que dans le cours qu'elles sont en train de proposer, il y ait une sorte de troisième temps qui soit consacré à la bande dessinée. Elles ne savent pas vers qui se tourner, elles savent que moi je m'en occupe. Elles me demandent si ça m'intéresse. Et donc pour la première fois, je fais pénétrer cette espèce de jardin secret dans ma pratique académique. On est au tout début des années 2010. Je dis oui, d'accord, ok, ça m'amuse. C'est ce qu'on appelle une UE libre, c'est-à-dire un cours libre qui n'est pas rangé dans un cursus, qui est ouvert à tous les étudiants.
Et on fait ça pendant 2 ans. Alors c'est très très rigolo parce qu'on voit arriver tous les étudiants qui prennent ce cours sur l'album, la bande dessinée, le cinéma d'animation, persuadés que ça va être cool, ça va être rigolo, on va parler de Mickey, ça va pas être... Et puis nous on débarque et on leur dit non, on va faire de la sémantique, on va faire de l'histoire culturelle, on va faire d'analyse d'image, vous allez pleurer du sang, exactement comme si c'était de la géomorphologie, de la grammaire comparée ou de la métaphysique. Et ils s'aperçoivent que ben oui, en fait c'est des objets durs, c'est des objets complexes, c'est des objets sur lesquels il y a des méthodologies solides, des bibliographies entières et des couches et des couches et des couches de travail savant qui a déjà été produit. Et d'une certaine manière, précisément parce que je me trouve en permanence pendant ces 2 années obligé d'expliquer à des étudiants qui pensent que ça va être rigolo, on va juste parler de Gaston et des Grenets, que non, en fait, c'est très sérieux et qu'il y a des bibliographies, je finis par me dire, mais en fait, je ne peux pas à la fois dire à ces étudiants en toute bonne foi, ben non, c'est un vrai objet, il est sérieux, et continuer à avoir cette pratique ségrégée, en fait. Et donc à partir de ce moment-là, je décide que ça suffit en fait, cette espèce de barrière mobile que j'ai placée entre mon identité pseudonymique de critique de bande dessinée et puis mon identité d'enseignant-chercheur. Et donc j'organise la porosité entre les deux. Je me mets à faire des cours à ce moment-là sur l'histoire de la bande dessinée, sur l'histoire de l'édition en bande dessinée. Donc je vais d'abord créer avec Cécile Boulaire la collection Iconotexte, qui s'occupe précisément de tous les mélanges du texte et l'image. Iconotexte, c'est un terme qui a été forgé dans les années 80 par un chercheur franco-allemand qui s'appelle Michael Nerlich, qui est très très utilisé depuis. J'aime bien prononcer le nom de Michael Nerlich parce que 90% des gens qui utilisent le terme d'iconotexte font comme s'ils l'avaient inventé eux-mêmes. Non, en fait, c'est bien de sourcer les choses un peu. Et puis on publie, la collection vient de fêter ses 10 ans, on en est à 21 volumes et on publie des choses qui touchent évidemment la bande dessinée, mais pas seulement, à tous les registres, toutes les formes de l'imprimé dans lesquelles entre du texte et de l'image, et même au-delà de l'imprimé, puisqu'on a été parmi les premiers à publier un volume sur l'histoire de la bande dessinée numérique en France. Mais il y a aussi dans la collection des livres sur l'illustration romantique en Angleterre au 19e. Enfin, c'est un intérêt très polymorphe, pas seulement centré sur la BD du tout. Et puis ensuite, je vais me retrouver sollicité pour faire des cours de théorie de la bande dessinée à Angoulême, à l'École européenne supérieure de l'image, alors il y a un petit côté the place to be. Angoulême en France, c'est le lieu de la bande dessinée. C'est très intéressant parce que là, je me retrouve face à un public qui est un public d'étudiants de master. C'est un master BD qui existe là-bas, en partenariat entre l'université de Poitiers et l'école. Mais dans ce master, entre un tiers et la moitié des étudiants sont déjà des praticiens. Là, cette année, je n'y enseigne plus parce que j'ai pris des responsabilités dans ma propre fac qui m'interdisent de continuer. Donc, j'étais obligé de mettre tout ça en pause. Mais je vais continuer à suivre un certain nombre d'étudiants. Je vais pouvoir suivre 3 étudiantes auxquelles je suis attaché. Sur les 3, il y en a 2 qui ont déjà publié. Il y en a une qui s'apprête à le faire. Donc, c'est un rapport complètement différent au travail des étudiants. C'est très intéressant. Et donc, voilà, pendant une deuxième période de mon existence, je me retrouve à être un spécialiste de philosophie de la Renaissance, puisque je continue à l'enseigner, à publier, à travailler là-dessus. Je deviens secrétaire de la Société internationale des Amis de la Boétie. Tous les ans, j'organise des colloques internationaux à Sarlat. Je crée avec 2 camarades la collection Cahiers la Boétie aux éditions Classiques Garnier, etc., etc. Et puis, en parallèle, je deviens petit à petit un spécialiste d'histoire et de théorie de la bande dessinée. Et il y a 2-3 ans, je décide de renverser la vapeur une nouvelle fois, c'est-à-dire que je quitte le laboratoire dans lequel j'étais, le Centre d'études supérieures de la Renaissance. Je reviens dans un tout petit laboratoire de l'Université de Tours qui s'appelle l'Intrus, et dans lequel on s'est rencontrés d'ailleurs, dont je viens de prendre la direction, et qui, alors là pour le coup, le Centre d'études supérieures de la Renaissance, le CESR, c'est une énorme machine. C'est des dizaines et des dizaines de chercheurs, c'est la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture, c'est des dizaines de projets de recherche, enfin, c'est vraiment, c'est une rôle, c'est passionnant d'y travailler. L'Intrus, c'est une de chevaux, c'est un labo microscopique, on est une dizaine, chacun a une spécialité différente. Je suis philosophe, il y a des historiens de l'art, des historiens de la littérature, du cinéma, de la photographie, des sémiologues, des géographes. Et ça a un côté joyeux foutoir, et en réalité c'est passionnant parce que c'est un endroit dans lequel on passe son temps à organiser des convergences. Et on est suffisamment peu nombreux et on s'entend suffisamment bien pour que ce soit extraordinairement stimulant. Et du coup, après avoir été pendant 15 ans un spécialiste de philo de la Renaissance qui s'occupait de BD, je suis un spécialiste de BD qui s'occupe aussi de philo de la Renaissance. Alors c'est un côté fatigant, c'est que 90% de mes interlocuteurs sont persuadés que je n'existe qu'à travers la facette qu'ils voient de moi. Donc pour eux, je suis un spécialiste de la Boétie, / un spécialiste de Machiavel, / un spécialiste de philosophie politique du XVIIe, / un spécialiste de Franquin, / un spécialiste de Marc-Antoine Mathieu. Et chaque fois, je suis obligé de pivoter pour me mettre en face de la facette qu'ils veulent voir de moi.
Mais en réalité, la vérité, beaucoup plus intéressante à vivre de l'intérieur, c'est que toutes ces facettes communiquent et qu'en fait, depuis 20 ans, j'ai une espèce de tâche de fond qui est de me demander en permanence comment ça se connecte. Quand je travaille sur la Boétie et quand je travaille sur tel aspect de la bande dessinée franco-belge ou de tel type de micro-édition contemporaine, pourquoi, même si ça semble être à des années-lumière, moi, en réalité, je sais qu'il y a une connexion, qu'il y a un lien entre les deux. L'interrogation sur ce lien-là, c'est ce qui fait que le boulot est en permanence passionnant. Donc, vous êtes d'abord un philosophe, mais vous travaillez sur l'histoire de la philosophie et l'histoire de la bande dessinée. Donc, comment vous travaillez cette discipline-là? Comment vous travaillez en tant que philosophe avec cette casquette aussi d'historien ou avec des historiens? Quel est votre rapport en fait à l'histoire? Alors, il est double. D'abord, je fais partie de ces philosophes qui se définissent d'abord comme des historiens de la philosophie et qui combattent énergiquement l'idée selon laquelle il y aurait une opposition tranchée et définitive entre les pratiques philosophiques et les pratiques de l'histoire de la philosophie. Un certain nombre de mes collègues considèrent que l'histoire de la philosophie, c'est une chose poussiéreuse, passéiste, un peu vieillotte, qui consiste à compiler des signes. C'est en gros être un bibliothécaire, un archiviste ou un documentaliste de la philosophie. Moi, j'ai une pratique des corpus philosophiques qui me fait dire au contraire que je ne connais pas d'époque de la philosophie, de l'Antiquité jusqu'à l'hyper-contemporain, dans laquelle la discipline philosophique ne se soit pas définie en se nourrissant en permanence de sa propre histoire. De telle sorte que l'opposition entre les deux me paraît parfaitement artificielle. La plupart des gens qui se définissent comme philosophes et pas historiens de la philosophie, c'est juste qu'ils sont historiens du contemporain et qu'ils ne se rendent pas compte qu'en réalité c'est la même chose sur une autre période. Donc j'ai ce premier rapport-là qui est interne à ma discipline et qui consiste à dire c'est une discipline qui ne peut pas exister sans la conscience de sa propre histoire. Ça, c'est le premier point. Et il se nourrit aussi de toute une série de débats avec des enjeux méthodologiques, épistémologiques passionnants, mais qu'on ne va pas aborder ici, sur la différence entre histoire de la philosophie et histoire des idées, au sens large. Et ça, ce sont des débats qui, précisément, ont traversé le champ épistémologique de l'histoire elle-même depuis les annales. La France a, de ce point de vue-là, une histoire intellectuelle extraordinairement riche, qui explique d'ailleurs en partie j'y pense parce que c'est un objet sur lequel les publications se multiplient ces derniers temps. Les éditions Au bord de l'eau à Lormont ont publié l'an dernier un volume dirigé par Éric Maigret et Laurent Martin, un historien des cultures contemporaines qui porte sur les cultural studies en France. Il y a tout un débat qui a une quinzaine d'années maintenant et qui consiste à dire mais comment se fait-il que les cultural studies qui ont été créés en 1964 par l'initiative d'un certain nombre de chercheurs anglais rassemblés à Birmingham autour du Center for Contemporary Cultural Studies, comment se fait-il que ces études culturelles n'aient pas essaimé plus directement en France? Ah là là, il y a un petit peu de French bashing derrière, on est vraiment toujours les derniers à accueillir ces innovations alors que les Canadiens, les Américains, les Allemands, les Danois s'en sont emparés beaucoup plus vite. Non, c'est pas ça, c'est simplement que, enfin je crois pas que ce soit ça, c'est simplement que chez nous, ce travail de mise à jour des enjeux de la discipline historique, en particulier sur les objets culturels, en particulier autour des questions des objets culturels délégitimés, donc ça va nous ramener directement à notre premier objet, ils avaient déjà été affrontés très sérieusement depuis le début du XXe siècle par l'histoire. C'est dans la discipline historique que ces questions culturelles avaient reçu leur traitement les plus intéressants et que les débats épistémologiques les plus brûlants avaient eu lieu, avec la naissance d'une pratique quantitative de l'histoire factuelle, en particulier autour d'historiens de l'économie. Je sais pas, Pierre Goubert est un très bon représentant de cette école-là. Les annales ont noué un certain nombre de leurs enjeux méthodologiques avant et après la Seconde Guerre mondiale sur ces mêmes problématiques-là. Et puis on peut penser aussi à des gens de manière un petit peu plus récente, enfin, un petit peu plus récente. On parle malgré tout d'il y a 50 à 60 ans, mais des gens comme, par exemple, évidemment Michel Foucault ou Michel de Certeau ont contribué aussi à ces interrogations qui ne passaient pas nécessairement par les mêmes questionnements méthodologiques ou épistémologiques qu'on pouvait trouver chez Richard Hogarth ou chez Stuart Hall dans les cultural studies anglophones, mais qui au fond posaient les mêmes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait des corpus délégitimés, qu'est-ce qu'on fait du public, qu'est-ce qu'on fait de l'idée de masse, qu'est-ce qu'on fait des cultures de masse. Et là, il y a quelque chose qui, pour moi, est très important et qui me permet de répondre à votre question, c'est que
toutes ces interrogations sur les cultures populaires, sur les cultures de masse, sur les objets culturels de masse, ce sont des interrogations qui obligent à revoir complètement notre épistémologie de la sérialité, qui obligent à se demander comment on traite des corpus sériels, des corpus multiples. Et ces questions-là sont des questions qui sont absolument centrales pour faire ou de l'histoire ou de la philosophie des cultures contemporaines, mais qui sont aussi extrêmement importantes pour faire de la philosophie des textes mineurs à partir du XVIe siècle. Et donc là, il y a un enjeu commun qui fait que, et comme xvième-iste, et comme contemporanéiste, je pouvais rencontrer les historiens. Je pouvais rencontrer les historiens au sens où, quand je travaille sur des objets du XVIe siècle, quand je travaille sur des textes qui ne sont pas forcément des textes philosophiques, c'est un petit peu ça qui m'intéresse dans le XVIe siècle, hein. Quand on prend la Boétie, Machiavel ou Rabelais, dans les trois cas, c'est des gens qui se sont jamais définis comme philosophes. Même certains, Machiavel en particulier, qui vouent régulièrement les philosophes aux gémonies. La question n'est pas du tout de savoir s'ils sont philosophes ou pas, si leurs textes sont de la philosophie ou pas. La question, c'est que la philosophie peut pas faire sa propre histoire sans passer par eux. Mais néanmoins, quand le philosophe va s'emparer de ces textes-là, il faut quand même qu'il ait conscience de ne pas être chez lui. Il faut qu'il ait conscience du rapport d'extériorité. Comment est-ce qu'il peut affronter cette extériorité-là? Le fait que, non, Machiavel, il ne s'adresse pas ni aux philosophes, ni en philosophes. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Une des manières d'affronter ce problème-là a toujours été pour moi de passer par l'épreuve du texte, par la lecture matérielle du texte, y compris dans ses déterminants les plus factuels. Et donc, dès l'époque de ma thèse, donc il y a 30 ans de ça, j'ai commencé à m'intéresser aux outils lexicographiques, à la possibilité d'aborder le texte par des dénombrements quantitatifs, des calculs de ses occurrences et de ses co-occurrences. Autrement dit, j'ai essayé de saisir le texte comme une entité sérielle. Ce que j'ai fait avec Machiavel, qui m'est arrivé de faire avec Rabelais, avec Montaigne, avec des tas d'autres corpus. D'une certaine manière, quand on affronte des corpus culturels contemporains, qui sont des corpus par ailleurs totalement délégitimés, qui sont des corpus de masse, le roman de science-fiction des années 60, la bande dessinée de petit format des années 70, il y a un moment où on est obligé de se poser des questions tout à fait équivalentes. Des questions que posent d'ailleurs aussi les littéraires. Je pense à quelqu'un comme Franco Moretti, qui est un grand spécialiste du roman du 19e au départ, mais qui essaye de mettre sur pied, depuis 15 ans maintenant, un ensemble de réflexions méthodologiques et épistémologiques sur la manière dont on peut se saisir de ces corpus de masse. Il fait remarquer quelque chose de très simple, qui résume tout ce que je suis en train de dire là. Il fait remarquer que si on veut parler du canon de la littérature anglaise du 19e, quand on est un prof de fac à Cambridge ou à Oxford, qui va... Oh, je l'ai dit avec un bel accent, je suis content. Oxford. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. C'est là qu'on sent qu'en fait, on s'internationalise, mine de rien, même en région. Ça, c'est bien. Donc, quand on est prof en Angleterre et qu'on fait un cours à des étudiants d'Oxford ou de Cambridge et qu'on leur parle du canon de la littérature du 19e, on parle en réalité de 100, 120, 150, allez, 200 titres au maximum. Et Franco Moretti dit oui, il y a 60 000 œuvres à peu près qui sont recensées comme romans du 19e en Angleterre. Il faut une vie et demie pour les lire. À quel titre on peut parler de la littérature du 19e? Qui prend la décision de la réduire à ces 120 ou 150 œuvres alors que la production réelle c'est 60 000? Cette question-là, c'est une question qu'on peut rencontrer exactement de la même façon quand on parle de la philosophie de la Renaissance. Ah, c'est bien de parler de la philosophie de la Renaissance si ça consiste à produire une 1583e lecture de la servitude volontaire de la Boétie ou des essais de Montaigne, exercice auquel je me livre et que j'adore et que je ne suis pas du tout en train de critiquer, en omettant, par exemple, la circulation réelle des milliers de pages de notes, de cours, de traités, de manuels scolaires et scolastiques qui continuent de circuler à l'époque. Comment est-ce qu'on pense cette masse-là? Cette masse-là, elle est propre aux cultures de l'imprimé. Cette circulation de masse, elle est propre aux cultures de l'imprimé. Voilà pourquoi on est absolument obligé d'être historien quand on travaille sur ces objets-là, quelle que soit la discipline de départ. Ça, c'est ma première réponse à votre question. Il y en a une deuxième beaucoup plus rapide. C'est que l'histoire et nous, philosophie, on est les deux disciplines mères. La philosophie parce qu'il n'y a pratiquement pas une science qui n'ait pas à un moment de son histoire été la philosophie. Quand on est en fait, on est la philosophie et on est aussi la physique, on est aussi la biologie, l'ensemble des sciences de la nature, on est aussi la morale et l'ensemble des sciences de la société, etc., etc. Et petit à petit, on va laisser passer
dans leur adulte, dans leur forme adulte et dans leur autonomie. On va laisser maturer des chapitres entiers de notre discipline qui vont devenir des sciences autonomes. La physique, la biologie, la logique, et puis à une autre époque, la dioptrique, la géométrie, l'arithmétique, et puis encore à une autre époque, l'ethnologie, l'anthropologie, la psychologie, la sociologie. Et tous les mots que je suis en train de prononcer, il y a des époques où ils désignent des chapitres de la philosophie, il y a des mots, des moments, des époques où ils désignent des sciences entières. Il y a deux disciplines qui échappent à ce principe-là, c'est l'histoire et la littérature, qui sont là dès le début, à côté de nous, qui ne sont pas nous. L'histoire n'a jamais été la philosophie, la littérature non plus. Ben voilà, la raison pour laquelle en fait c'est les trois éléments dans lesquels je me reconnais quand j'essaye de définir ma pratique, c'est que c'est les trois plus anciens. Ça leur donne absolument aucune éminence, ça ne veut pas du tout dire que c'est des disciplines reines ou qu'elles maîtrisent ou qu'elles gouvernent quoi que ce soit, au contraire. Ce qui est passionnant, c'est que ça nous donne, qu'on soit littéraire, historien ou philosophe, une responsabilité énorme. Quand on est sociologue, on a le droit de s'occuper que de sociologie. Quand on est sémiologue, on a le droit de s'occuper que du signe. Quand on est chimiste, on a le droit de s'occuper que d'une catégorie de molécules et de la manière dont elle va réagir avec certains précipités. Quand on est historien littéraire ou philosophe, il n'y a aucun domaine du savoir qu'on ait le droit de considérer comme étranger. Il y a un principe humaniste, mais il n'est pas simplement humaniste au sens de la Renaissance, il est aussi humaniste au sens, on est dans une cave magnifique là, il est humaniste au sens de Vian. Il est humaniste au sens du sachons-tout de Vian. Voilà, quand on est historien littéraire ou philosophe, le sachons-tout, c'est notre règle. Le principe qui fait qu'avec une éducation ultra classique en philosophie, passée par les classes prépa, normale sup, la grecque, etc., donc vraiment formée dans ce qu'il peut y avoir de plus académique et de plus élitaire dans ma discipline et dans mon pays, je peux vraiment gravir les ors de la République. Je suis un exemple de reproduction bourdivine parfaite, un grand-père instit, une arrière-grand-mère instit, et on monte les échelons comme ça, ma mère est prof en collège, et hop, je finis à Normal Sup, c'est parfait, c'est super. J'ai le tampon Bourdieu-Passeron sur le côté de la tête, là il est caché par mes cheveux. Mais d'un autre côté, il me semble que précisément cette formation extrêmement académique dans la discipline, elle doit en permanence être revivifiée par le fait qu'on n'est pas là uniquement pour parler des corpus classiques et des objets académiques, on est là pour tout savoir. Et donc pour aller s'intéresser aussi à des domaines d'objets, à des corpus d'objets, à des pratiques culturelles, sociales, politiques, qui sont délégitimées, déconsidérées, qui sont multiples, qui sont massives, qui sont quantitativement difficiles à appréhender, et qui nous mettent en défaut, qui nous obligent à nous interroger sur nos pratiques. Les historiens, les littéraires et les philosophes, on est les trois à le faire constamment. C'est sur la base de la rencontre entre ces trois disciplines que les Cultural Studies naissent en 64 à Birmingham. C'est sur la base de ces trois disciplines qu'une trajectoire comme celle de Foucault est possible. Et au moment où il soutient sa thèse, il y a des historiens qui boudent en disant que c'est pas un historien, il y a des philosophes qui boudent en disant que c'est plus un philosophe. Il est dans les marges, il est dans les carrefours, il est dans la manière dont les disciplines discutent. Ok, ben moi c'est là que j'aime bien être aussi. Mais alors, entre ces deux pôles, où est la place de l'image? Parce que dans ce qu'on appelle les cultures populaires, l'image est centrale, bien entendu, dans la bande dessinée. Mais alors, du côté de la philosophie, voilà, comment ça s'articule, là, votre recherche autour de l'image? Il y a plusieurs manières de répondre à cette question. Je vais choisir la plus personnelle. Il y a tout un discours de la philosophie sur l'image, dont on peut faire l'histoire depuis Platon, qui recoupe en particulier une histoire de la perception et du sensible, qui est absolument passionnante et qui débouche en particulier aujourd'hui, je pense à des travaux qui sont menés de manière très concrète en ce moment, en particulier à Paris 1, autour de l'idée d'historicité de la perception. Mais on peut aussi citer un certain nombre de travaux en histoire des sciences et en épistémologie qui touchent à l'histoire du visible et de l'instrumentation visuelle. Vraiment, cette question de l'image sous toutes ses formes fait intégralement partie des objets dont la philosophie s'est toujours emparée. Et pas seulement pour dire « oh là là, l'image c'est le sensible, il faut s'en méfier », ça a été une attitude très, très ancienne, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup plus en philosophie. Ça existe, c'est important, c'est des objets que j'enseigne. C'est des objets sur lesquels je pense qu'il est très très important de former les élèves et les étudiants. Mais la réponse que je voudrais vous faire passe pas par cette voie-là, elle passe par un rapport beaucoup plus intime à l'image. Ce que j'ai toujours trouvé passionnant, c'est que venant d'une formation comme celle d'un littéraire, comme celle d'un historien, mais il faut toujours se souvenir que pour un géologue, un astrophysicien ou un mathématicien, on est tous des lettreux. On appartient en fait tous globalement au même périmètre.
Ben, tous ces lettreux, justement, on est des lettrés, on a été formés aux lettres. Et donc, on nous a appris à poser des discours sur des discours. On nous a appris, comme le dit Montaigne, à nous entregloser. C'est facile de s'entregloser quand l'instrument de la glose est homogène à l'objet qu'on glose. C'est facile de s'entregloser quand il s'agit précisément de construire un millefeuille de texte, de poser des couches de discours sur des couches de discours et puis de laisser cette espèce de géologie de l'intelligence humaine écraser ces couches, les sédimenter et fabriquer les collines sur lesquelles les chercheurs de demain et d'après-demain viendront à leur tour faire leur carottage et leur forage. C'est très bien, c'est super, j'adore me représenter moi-même et nous représenter tous comme ça. Je trouve que c'est très important qu'on se souvienne qu'on travaille sur des couches empilées, qu'on se contente d'ajouter une toute petite couche de terre à notre tour pour fabriquer l'humus sur lequel prospéreront les générations suivantes. C'est bien de se souvenir qu'on est dans une chaîne comme ça. Mais quand on affronte l'image, tout d'un coup, il y a une déhiscence qui se crée et qui est très intéressante, c'est qu'on est amené à poser du discours sur quelque chose qui n'est pas du discours. Et on ne sait plus comment le prendre. En réalité, c'est un des exercices les plus compliqués que simplement celui de l'ekphrasis, c'est-à-dire celui de la description. Dire ce qu'on voit, c'est quelque chose d'extraordinairement dur, et c'est quelque chose qui oblige à réinterroger en permanence d'abord ce qui est une pratique du regard, une expérience du regard. Alors là, il y a un enjeu que je trouve philosophiquement très intéressant, c'est qu'on peut parfaitement oublier qu'on est en train de regarder, c'est-à-dire oublier qu'on est en train de lire quand on commente un texte. On peut mettre complètement entre parenthèses le fait qu'on soit aussi un sujet lisant, un sujet lecteur dans un acte de lecture au moment où on interprète ou on commente. Si on veut commenter de l'image intelligemment, on ne peut pas faire cette mise entre parenthèses-là, on ne peut pas l'oublier. Et donc on est renvoyé en permanence à son propre statut de regardeur, de spectateur, de lecteur de l'image. On est en permanence en train de se demander « qu'est-ce que ça me fait ? Qu'est-ce que j'éprouve au moment où je suis devant cette image ? Comment est-ce qu'elle m'attrape ? Comment est-ce qu'elle me touche ? Comment est-ce qu'elle fait sur moi un effet ? Quel effet elle fait sur moi et comment elle s'y prend pour le faire ? Pierre Fresnaud-Deruel, qui est un des pionniers des études académiques sur la bande dessinée, qui a été un des premiers à soutenir au début des années 70 une thèse sur Hergé, avec un grand grammairien, Michel Arrivé, qui était aussi un spécialiste d'Alfred Jarry, qui lui donnait un petit goût pour les corpus un peu étranges comme ça. Pierre Fresnaud-Deruel, qui est membre associé du laboratoire que je dirige à Tours, a l'habitude de dire qu'après avoir longtemps été un sémiologue de la bande dessinée, c'était sa formation de départ, il travaillait dans la mouvance de Barthes, il travaillait avec Communication, il publiait dans Communication dans les années 70, et il est toujours resté très proche de cette mouvance-là. Il a fini par s'en détacher néanmoins parce que la question de savoir ce que l'image lui faisait et comment elle le lui faisait devenait centrale, et il a même fait avec Jacques Sanson un livre là-dessus. Il a fini par dire non, en fait ce que je fais c'est une poétique de la bande dessinée, parce que ce qui m'intéresse c'est justement cette question de savoir ce que fait l'image, ce que me fait l'image. Je pense que mon rapport à l'image il est principalement articulé par ce souci principal, c'est-à-dire que j'ai toujours considéré la bande dessinée comme un objet absolument passionnant, justement parce qu'il venait se construire dans la rencontre du texte et de l'image. Et donc la bande dessinée, d'une certaine façon, échappe un petit peu à la question que vous m'avez posée. C'est jamais de l'image seule, c'est jamais de l'image pure. Mais ce qui, dans la bande dessinée, relève de l'image, m'intéresse parce que ça vient en permanence me saisir à un niveau qui est infradiscursif. Et comme il est infradiscursif, il m'oblige à réinventer le discursif en permanence. Là où le philosophe, comme le littéraire, comme l'historien, ont parfois une certaine tendance à être toujours déjà installés dans le discours, je trouve que la bande dessinée, comme la plupart des arts de l'image, a l'énorme vertu de commencer par nous chasser du discours pour nous obliger à y reménager une entrée. Et c'est très sain, c'est hygiéniquement extrêmement bon de passer par ces objets-là. Et un dernier point que j'aurais voulu aborder, puisque on se trouve ici dans un entretien pour Entretemps, qui est donc une revue d'histoire publique, c'est votre rapport à la médiation culturelle et ce désir que vous avez de vous adresser à différents publics, qui tient aussi justement à votre intérêt pour la bande dessinée, qui est donc fondamentalement au sein de la société, vraiment, et pas seulement à l'université, voire plus au sein de la société peut-être qu'à l'université. Donc comment est-ce que vous articulez ça également en tant qu'universitaire ?
Alors, de plusieurs façons différentes. D'abord, c'est plus large qu'effectivement la bande dessinée, parce que c'est quelque chose que je pratique aussi comme philosophe ou philosophe de la Renaissance. Je parlais tout à l'heure de la Société des Amis de la Boétie. Tous les ans, pratiquement tous les ans, je suis lié à l'organisation des rencontres internationales de la Boétie, qui ont lieu à Sarlat, qui est la ville de naissance de la Boétie. Et la Société La Boétie a choisi il y a 20 ans de s'installer à Sarlat et d'organiser les rencontres à Sarlat, parce que c'est pas une ville universitaire. Et c'était doublement important pour nous, c'est-à-dire que, comment dire, c'est à la fois un endroit qui neutralise les conflits universitaires. Quand on arrive à Sarlat, il n'y a pas de puissance invitante, il n'y a pas d'institution qui soit là et qui vous accueille. On est dans un terrain qui est neutre pour tous. Et en fait, tout le monde arrive et pousse un énorme soupir de soulagement parce que on n'est pas accueilli dans une université, on n'est pas accueilli dans un laboratoire ou dans un centre de recherche. On est dans un endroit qui est totalement extérieur au champ universitaire. Et on va juste, venu de toutes les disciplines et de plein de pays différents, parce que la société a des correspondants un peu partout, au Canada, en Italie, en Serbie, aux États-Unis, en Angleterre. Le président actuel est un 16e anglais génial. On discute en étant libéré du poids particulier que fait peser le fait d'être dans une grande ville universitaire. Ça, c'était important pour nous. Mais il y a aussi un autre enjeu, c'est que la Boétie, il est né là. Et que dans cette petite ville du Périgord, qui a d'énormes problèmes d'enclavement, dont les gamins, il y a un lycée, il y a un collège qui s'appelle évidemment la Boétie, il y a un lycée qui s'appelle pas la Boétie parce que c'était pris par le collège, mais ensuite, les enfants et les adolescents de Sarlat, qui est par ailleurs une ville extraordinairement belle, géniale, bourrée de touristes tout l'été, nous on organise les journées systématiquement en plein hiver parce que c'est vide, c'est magnifique, on a la ville pour nous. Et ces gamins sarladais, s'ils veulent faire des études, il faut qu'ils fassent au minimum 250 ou 300 km pour aller à Toulouse ou pour aller à Bordeaux. Et c'était important pour nous aussi d'organiser tous les ans ces journées-là, parce que tous les ans, pour les journées La Boétie, on commence par faire une demi-journée dans le lycée de Sarlat, et c'est moi qui m'en charge généralement. On y va, on fait une conférence sur la Boétie, on fait une conférence sur le XVIe siècle. Je viens depuis presque 10 ans maintenant, systématiquement, avec des étudiants de Master 1, de Master 2 et de thèse, de mon université, parfois d'autres universités. Il y a eu des Toulousains, des Bordelais, il y aura des Milanais l'an prochain. Et on vient parler avec ces étudiants aux lycéens de Sarlat en leur disant mais en fait faire des études supérieures, bien sûr c'est possible, voilà en quoi ça consiste. Et c'est pas un prof qui va vous l'expliquer, c'est des étudiants. Ce rapport-là, il nous semble important. Donc au-delà même de la question de la bande dessinée. Et j'ai été amené à être très souvent sollicité par des associations, par des collèges ou des lycées, par des institutions culturelles qui me demandaient des interventions comme universitaire, en dehors de l'université. C'est un truc que j'aime bien faire, que j'ai beaucoup fait, dans des tas de contextes différents. Je suis un intervenant récurrent de l'université, des universités du temps libre, à Tours, chez moi, à Blois, pas loin de chez moi. Je crois que cette année, ça doit être la première fois en 8 ans que je ne suis pas au rendez-vous de l'histoire. C'est extraordinairement reposant. Là, je vais le refaire à l'université du temps libre du Périgord, justement, en novembre prochain. Mais aussi dans d'autres cadres. J'ai été faire un séminaire de formation des cadres aux fonderies d'aluminium du Poitou avant qu'elles ferment. J'ai été causé pour l'inauguration d'une exposition de dessins de David B. Au Masque, le musée de l'abbaye de Sainte-Croix, au Sable d'Olonne. Enfin, c'est des tas de contextes différents et qui permettent de rencontrer des publics qui sont non universitaires. Ça m'intéresse, c'est important, c'est enrichissant. Ça oblige à, là encore, réapprendre son propre discours. Quand on parle à un étudiant, on lui tient un discours qui est académique parce qu'en fait, on est en train de l'aider à devenir un étudiant. Quand on parle à quelqu'un qui n'est pas un étudiant, qui se fout pas mal d'avoir sa licence, qui n'a pas de crédit à valider, qui n'a pas de CTS, qui ne sait pas ce que c'est qu'un COEF et qui a bien raison. Quand on parle à quelqu'un qui, dans une université du temps libre, est une retraitée de la fonction publique territoriale de 65 ans, un ado qui passait là par hasard, ou un chauffeur routier qui se passionne pour la philosophie du XVIe siècle, et je pense à quelqu'un en particulier en disant ça, on est tout d'un coup obligé de recalculer complètement son discours. Et donc là encore, je trouve qu'il y a un exercice qui est presque un exercice d'hygiène personnelle dans le fait de maintenir ça. Mais c'est pas seulement une question d'hygiène. Il y a énormément de gens qui font des études longues, soutiennent des thèses et qui se lancent dans cette espèce de tentative complètement dingue qui consiste à essayer de devenir enseignant-chercheur ou enseignante-chercheuse. Et vous êtes bien placé pour le savoir. C'est une voie étroite, c'est super difficile, ça demande une énergie folle, on y passe des années, on joue sa vie parce qu'en fait on prend le pari qu'on va passer 5, 6, 7, 10 ans à essayer de faire ça alors qu'on sait qu'il y a très peu de places et que les places sont chères, etc., etc.
Quand on y est arrivé, moi j'y suis arrivé, je suis devenu maître de conf, ça fait 20 ans que c'est mon métier, et je suis titulaire de mon poste. Quand on y est arrivé, on a une obligation de restitution. Ça va au-delà de, bien sûr il faut faire son boulot, il faut faire ses heures de cours, il faut prendre part à la gestion des activités de recherche, de la pédagogie, mais c'est plus que ça. Il y a une sorte de trop-plein à reverser, il y a une sorte de restitution plus importante à faire. Chacun peut inventer ses propres manières de le faire. Moi, ma manière de le faire, c'est d'aller parler aux gens qui me le demandent en dehors de mon institution, je trouve que c'est très important. C'est aussi pour ça que, là, je m'apprête à entamer la 9e année d'un séminaire que j'ai monté dans mon labo qui s'appelle l'atelier de lecture de planches. C'est un séminaire de laboratoire. Je parle d'abord à mes collègues, à mes chercheurs, à des chercheurs avec lesquels je travaille, à des étudiants venus de tas de disciplines différentes. Mais en fait, cet atelier, je l'ai aussi monté en partenariat avec l'association des étudiants de philo et la librairie de BD qui est juste à côté de la fac, à Tours. Et donc, en fait, le public de cet atelier de lecture de planches, c'est à côté des chercheurs, des étudiants, etc., des passionnés de BD, qui sont des lecteurs de la librairie. Et je trouve très important d'avoir ce public-là, parce que ce public-là, dans son regard, il y a des trucs qui font que, par exemple, on ne peut pas jargonner impunément. Si on utilise face à un étudiant un mot qu'il ne comprend pas, et qu'on l'a bien façonné comme étudiant, il va juste faire « Oh là là, ça je sais pas ce que ça veut dire, faut que je vérifie ». Si on utilise un mot qu'il ne comprend pas, face à un auditeur qui est là simplement parce qu'il veut comprendre et qui s'intéresse, il va dire « Je ne comprends pas le mot, pourquoi vous dites ça comme ça ?» Et donc on a là encore un travail de restitution qui est aussi un travail d'auto-formation, un travail dans lequel c'est sa propre parole qu'on vient contrôler, qu'on vient rafraîchir, qu'on vient renouveler par la différence des publics. L'adresse du discours, la manière dont on adresse un discours, à qui on adresse un discours, ce sont des éléments qui configurent ce discours. Si on parle toujours aux mêmes, toujours à la même discipline, toujours aux mêmes étudiants, on se fossilise, on cristallise son propre discours. Il faut en permanence ouvrir ces fenêtres-là et aller parler à d'autres gens. Pour mieux parler aux étudiants aussi bien. Hein. C'est pas juste parce que, oh là là, l'université c'est poussiéreux, c'est chiant. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Non, non. C'est que pour que le discours à l'intérieur de l'université reste le plus vivant possible, il faut qu'il aille se frotter aux autres. Puis moi, j'assume en plus complètement le fait d'être un très grand casanier, donc je vais pas aller frotter mon discours à l'étranger. Je vais pas aller être prof invité en Italie, en Espagne, en Angleterre, ça m'intéresse pas. Je ne méprise pas ça du tout, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Je viens d'une discipline et d'un milieu dans lequel c'est ultra valorisé, donc il a fallu que j'atteigne l'âge respectable de 40 ou 45 ans pour m'avouer qu'en réalité j'étais une moule de bouchot, que j'aimais rien tant qu'être chez moi. Maintenant que je me le suis avoué, ça va beaucoup mieux. Mais du coup, ma pratique de l'étrangeté, ma pratique de l'altérité, ma pratique de l'alien dont j'ai besoin pour construire qui je suis, je vais la trouver en fait en allant parler à d'autres publics universitaires. Et de ce point de vue-là, pour moi, la médiation culturelle, elle tient d'abord à une démarche qui est égoïste. C'est pas de la charité intellectuelle, de la médiation culturelle. C'est pas que du haut de ma grandeur, je vais aller répandre la bonne parole. Non, 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 c'est le contraire. C'est moi qui apprends quelque chose quand je fais ça. Maintenant, il y a aussi évidemment un autre enjeu qui consiste à dire que parce que j'ai commencé quand je faisais de la bande dessinée en étant un espèce de clandestin de la bande dessinée à l'université et que j'écrivais au contraire dans des journaux grand public, j'écrivais en ligne, etc., etc., c'est un discours que j'ai forgé face à des publics qui n'étaient pas des publics universitaires au départ, et j'aime bien cet exercice-là, même du point de vue de l'écriture. J'aime bien quand on me demande de travailler à la description ou l'analyse d'un... tenez, puisqu'on y a travaillé ensemble, à l'analyse d'un ouvrage pour un livret qui va être diffusé auprès des lycéens, y compris des lycéens pros et des apprentis de la région Centre-Val de Loire. Je ne peux pas leur parler comme à des étudiants, je suis obligé d'inventer une autre manière d'articuler mon propos. Quand on me demande d'intervenir au Salon des ouvrages sur la bande dessinée au Blanc-Manteau, ou quand on me demande d'intervenir dans tel festival ou dans telle association, c'est pareil, je suis obligé de réinventer mon discours chaque fois. Je trouve que c'est très riche. Et puis, pour achever de répondre à votre question, il y a aussi quelque chose de beaucoup plus important encore à mes yeux, c'est que, pour des raisons qui sont cette fois-ci d'une terrible actualité, qui sont à la fois politiques, climatiques et idéologiques, on voit bien que, et là je vais reprendre quelque chose que m'a dit un étudiant de mon master en philo il y a un mois, un master de philosophie qui n'a jamais été très très fourni, on est un tout petit département avec un petit effectif, et puis là, depuis 2-3 ans, les effectifs du master de philosophie n'arrêtent pas d'augmenter, donc on est plus de 40 désormais, plus de 40 étudiants en master de philo, on n'a jamais connu ça depuis que la fac de philo existe à Tours, c'est remarquable, et donc à la rentrée, quand j'ai fait les premières sessions, j'ai demandé aux étudiants, c'est vachement bien que vous soyez aussi nombreux, comment ça se fait? On est plus nombreux que le master de recherche en sociaux, les sociologues ils sont 800 à Tours, donc quand on leur a dit ça, ils nous ont regardé.
plus nombreux que... Et moi-même, du coup, j'ai été voir mes étudiants de philo en leur disant « Mais comment ça se fait que vous soyez aussi nombreux? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez la philo maintenant ?» Parce qu'on sait bien qu'il y a des effets simplement démographiques, mais là, ils sont plutôt sur la fin. Il y a autre chose. Pourquoi vous venez comme ça en philo, faire des études longues en philo, un 2e cycle universitaire? Qu'est-ce qui vous pousse vers la philo? Et j'ai eu des tas de réponses très intéressantes, mais celle que je retiens, parce qu'il me semble qu'elle a quelque chose à voir avec la question que vous me posez, c'est une réponse très brutale et très courte qui dit « Vous croyez pas, monsieur, qu'on est en train de crever collectivement de conneries ?» Et j'ai un peu vacillé, et l'étudiant qui me répondait ça m'a fait un grand sourire en disant « Pardon, je ne devrais pas utiliser ce vocabulaire-là, mais la raison pour laquelle on fait philo, c'est ça. C'est qu'en fait, on n'est plus au stade où on essaye de chercher un boulot, là. On est au stade où c'est la survie de l'espèce qu'on joue. Bah, on va plutôt le faire en allant dans des études longues où on peut essayer d'être le plus intelligent possible, parce qu'on a le sentiment que c'est le manque d'intelligence qui est en train de nous tuer civilisationnellement. » Et c'est rugueux et c'est trop général et c'est un peu puéril comme réponse. Mais il n'empêche, je trouve qu'il y a une vérité là-dedans. Pourquoi est-ce que la médiation culturelle est un truc qui m'importe? Parce que j'estime que j'ai des instruments qui permettent à ma toute petite échelle, à la modeste échelle d'une prise de parole devant 10 personnes dans une salle déserte au fin fond d'une association du Périgord, qui permettent de dire « Allez les gars, on se retrousse les manches et on essaye de faire une digue contre la connerie ». Je pense que c'est le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci.